c'est dehors. Hello et bienvenue sur ma chaîne pour un nouveau carnet de lecture. Pour la nouvelle année 2022 qui commence. J'espère que vous allez bien. Il y a une petite araignée là. J'ai un petit peu la phobie des araignées. Elle était minuscule mais bon. Je préfère qu'elle s'en aille. Donc, on commence un nouveau vlog lecture. Je suis super contente. En fait, pour être honnête, j'ai filmé la semaine dernière un carnet de lecture. Je vais pas le publier, je vais pas traiter les rushs. Je mettrai peut-être en intro quelques images, vous avez peut-être déjà vu d'ailleurs. Mais j'ai la flemme, déjà en 1. J'ai un peu des migraines en ce moment, je suis un peu mal à la tête, donc je vais essayer d'alléger mon planning, voilà, ma to-do list, parce que j'ai énormément de choses à faire en ce début d'année, pour prendre un peu soin de moi. J'ai plein de choses à filmer quand même, donc du coup, si je rajoutais ce carnet de lecture, ça ferait trop en fait sur la chaîne. Et j'ai pas envie de trop publier parce que bon, j'ai pas envie pour le moment de vous assaillir de vidéos, voilà. Mais il y en aura quand même pas mal. Donc, plusieurs choses. Je vais vous montrer ce que je lis, ce que j'ai prévu de lire cette semaine. J'ai pas fait ma petite vidéo de la palle et je ne sais pas si je vais refaire cette année les vidéos de palle. Je ne sais pas, je vais voir. Là, j'ai pas vraiment le courage, donc je vais peut-être pas le faire. Mais je vais vous en parler ici et puis voilà, déjà c'est pas mal. Et ensuite, je vais vous expliquer un petit peu ce que j'ai à faire et les prochaines vidéos qui vont venir. Et qui seront peut-être déjà sortis. Il faut que j'aille chercher mes livres. C'est mon chat Pichoun qui surveillait mes bouquins. Alors, j'ai prévu de finir Dune de Frank Herbert. Alors, j'adore cette lecture. Je suis super contente de la lire. C'était vraiment parfait en fait. J'ai commencé à la lire le 24 ou le 25 décembre. Et c'est vraiment une lecture que j'apprécie et alors je le fais durer entre guillemets, enfin je me force pas à le lire du tout, mais comme j'ai pas été bien après ma 3e injection du vaccin Moderna, du coup j'ai eu plusieurs jours là où j'ai peu lu, j'ai lu plus de mangas que ce livre. En plus il est extrêmement lourd et comme j'avais mal au ventre et tout, bon, les détails vous en fichez, mais bref c'était pas très agréable de lire. En plus quand on a des céphalées, la lecture c'est pas évident en fait, donc j'arrivais plus à suivre des images et du texte plus que seulement du texte, donc je me suis écoutée tout simplement. Mais il me reste pas grand chose à lire, j'en suis à la page 437 et les annexes commencent à la page 618, donc un peu moins de 200 pages. Les annexes, je les regarderai quand même parce que ça a l'air très intéressant. Je les feuillette déjà un peu parce qu'il y a un glossaire sur lequel je suis déjà allée piocher des infos. Et il y a une postface que j'aimerais bien lire aussi de Gérard Klein. Donc voilà, j'ai très envie de découvrir tout ça. Donc j'aimerais bien le terminer cette semaine. Et ensuite, en fin de semaine, pouvoir lire D'or et d'oreiller de Flore Vesco, qui est un roman jeunesse, qui est une réécriture du conte de La princesse au petit pois, avec cette couverture sublime. Là, vous ne le voyez pas, mais ça c'est un peu doré. Et j'ai très hâte de le lire. Donc voilà, donc c'est les deux romans que j'aimerais bien lire cette semaine. Et en manga, j'aimerais lire le 3e et dernier tome de Tokyo Kaido de Minetaro Mochizuki. J'ai fini hier le tome 2, dont je vous parlerai en fait dans une vidéo spéciale Les livres de la bibliothèque, puisque il en fait partie. Et celui-ci aussi fait partie d'une récolte bibliothèque, vous voyez. Donc c'est Betty Boob de Véro Cazot et Julie Rochelot chez Casterman, qui a reçu le prix du festival d'Angoulême de... je sais pas quand. De quand? Je sais pas quand est-ce qu'il est sorti. Est-ce que c'est écrit ici? C'est pas écrit, il n'y a pas la date, ça doit être à la fin du coup. 2017. Et je suis très contente de l'avoir trouvé. Il n'y a pas de texte dans cette bande dessinée, ou très peu. Donc ça devrait être lu rapidement. Et voilà, donc c'est deux BD que j'aimerais lire. Il y en aura peut-être d'autres qui viendront. Voilà. Le seul truc, c'est qu'il y a des livres dont je ne vous ai pas parlé.
puisque j'ai pas filmé mon carnet de lecture, mais j'ai lu. Ah, peut-être que je vous en parle quand même. Donc ça, c'est la bibliothèque, donc j'en parlerai dans ma vidéo bibliothèque. J'ai lu la semaine dernière les 2 derniers tomes de cette saga Les Enfants Loups. C'est Ame et Yuki le titre, et c'est une œuvre originale de Mamoru Hosoda qui est sortie en film, donc en animé, et qui a été adaptée en manga par Yu. Caractère design original, Yoshiyuki Sadamoto. Et c'est chez Kazé Édition, ça c'est les tomes 2 et 3, on a le tome 1 en bas. Et en fait, j'avais des difficultés pour trouver ces 2 derniers tomes. Et on les a trouvés, je les ai lus, ça m'a beaucoup émue. Et je ne vais pas forcément vous en parler plus maintenant, mais je ferai un post Instagram pour en parler. Et c'est des très beaux dessins, certainement très adaptés de l'anime que je n'ai pas vu. Il faudrait que je regarde s'il est sur Netflix cet anime, parce qu'il me plaît beaucoup. Et j'ai aussi lu en BD le 2e tome de Black Sad d'ailleurs je le dis dans le contexte du Cold Winter Challenge, et j'ai beaucoup aimé cette histoire qui reprend en fait des notions de racisme. Là, on a des images, vous voyez, où on est un peu à l'image du Ku Klux Klan. Donc, il y a pas mal de thèmes comme ça sur le fait qu'il y a des animaux qui sont blancs et d'autres noirs. Donc, c'est vraiment une critique de la société très dure. Je trouve les dessins très durs, extrêmement beaux. Je peux que vous conseiller. Je dirais que j'ai plus aimé ce second tome au premier. Le personnage de Black Sad est vraiment très engagé, courageux, téméraire. Voilà, je trouve qu'il est extrêmement beau. Je suis amoureuse de ce personnage. Donc voilà, amoureuse d'un chat noir comme mon pitchoun. Donc celui-là, c'est édité chez Dargo, et c'est de Diaz Canales et Guarnido, cette BD, et dès que je tombe sur le 3e tome, je le lirai, parce que j'aime vraiment énormément cette série de bande dessinée. Voilà ce que je peux vous dire. Sinon, c'est le bazar. Voilà, donc j'ai des marque-pages un peu partout des livres que j'ai lus, donc je vais les ranger plus tard. Sinon, je voulais vous dire également que je vais faire 2 vidéos qui vont être des PAL challenge que je veux tourner. Il y en a une, c'est 2 vidéos sur des challenges annuels. Il y en a un auquel je participe et qui est proposé par les éditions du Seuil sur Instagram, et je vais vous partager ma pile à lire, ma sélection de livres. Et il y en a un autre que j'organise moi, qui vous intéressera, je pense. C'est une année asiatique. Et en fait, je suis en train... Enfin, parce que comme j'étais pas bien, j'ai pas encore bien engagé les thèmes. Au départ, j'ai discuté avec les Éorgoriens, je vous mets le lien vers sa chaîne, parce que ça m'intéresse beaucoup d'y participer également. Et en fait, aujourd'hui, il faut que je reprenne contact avec elle, parce que je sais pas, j'ai dans l'idée de vous proposer 2 façons d'y participer, histoire de vous donner envie de 2 façons différentes. Donc je reviendrai vous en parler assez rapidement, je pense, parce que l'année commence tout juste, mais je pense que d'ici ce week-end, je vais me mettre d'accord avec elle, et puis avec moi-même, et voir elle si ça la tente comme ça ou non, parce qu'elle avait l'idée de le faire peut-être en prenant 12 pays d'Asie, ou plusieurs pays d'Asie, parce qu'il y en a plus que 12, et puis l'Asie c'est quand même très large, c'est un concept plus culturel que géographique finalement, donc en fait ça peut vraiment être très large, donc ça peut être une façon de l'aborder, et en fait en regardant un peu les bouquins, je me disais qu'aborder le sujet de façon thématique serait chouette aussi, parce qu'il y a tellement de... c'est tellement une littérature vaste, que donner des axes en fait pour pouvoir trouver des lectures, partager des lectures ensemble, ça peut être pas mal, je pense. Donc voilà, je suis en train de réfléchir à voir après combien de catégories je mets. De toute façon, c'est des challenges qu'on se fait à soi-même. L'important, c'est de participer si on a envie. Et puis c'est tout, voilà. Donc voilà, je suis en train de mettre ça en place. J'espère que je vais être assez en forme pour vous proposer ça
assez rapidement. J'ai très envie. Et puis voilà. Donc je vous laisse là pour cette vidéo et je vous souhaite un bon visionnage. Allez, à plus! Hello, on est mercredi, je ne sais pas combien, 3, 4, 5 janvier, on est le matin. Aujourd'hui est une journée un petit peu particulière pour nous, dans notre famille, pour des raisons personnelles. J'en suis à la page 520 et il me reste à peu près 100 pages à lire. Et comme j'aimerais trop le finir aujourd'hui, mais je ne sais pas si ça va être possible, mais en même temps cet après-midi je suis off. C'est une journée que je vais consacrer à penser à quelqu'un qui m'était cher. Et du coup, je vais prendre soin de moi aussi parce que depuis ma 3e dose, je suis très fatiguée et j'ai des maux de tête après avoir eu des problèmes de foie, tout ça. J'ai peut-être appelé quand même mon médecin parce que le mal de tête a du mal à passer. J'ai quand même réussi à boire du café ce matin parce que j'ai plus mal au ventre. Et du coup, le café me fait du bien. J'ai l'impression de revivre. Parce que vous savez, quand vous avez des migraines, alors moi j'en ai pas souvent comme ça qui durent longtemps. On a l'impression d'être enfermé dans un coffre. Et qu'on a du mal à en sortir. Donc là, ça va mieux. Donc j'ai envie de... J'aimerais bien pouvoir finir mon livre aujourd'hui, donc je viendrai vous voir ce soir pour vous dire si j'ai réussi. En attendant, je vais me préparer et puis on se retrouve un petit peu plus tard. Hello du mercredi soir. Alors, concrètement, je suis à la page... Oh, vous avez perdu le cadre. Concrètement, je suis à la page 578 et il me reste ça à lire. Je pense qu'il me reste à peu près 40 pages et je vais terminer ce soir. J'espère que je ne vais pas m'endormir dessus parce que ça serait trop bête. Mais il est tôt, donc je me fais une soirée lecture pour terminer Dune. Et je dirais peut-être quelques annexes après. Mais je suis trop contente parce que c'est génial la fin. C'est vraiment un bouquin coup de cœur qui me donne envie de lire les autres après. Donc je pense que je vais en lire d'autres. Ce qui serait chouette, ce serait qu'il y ait une édition de la suite chez même éditeur. Mais je suis pas sûre que ce soit prévu. Hello, on est jeudi et il est presque 15 h. Je prends le temps de venir vous reparler rapidement parce que j'ai fini hier Dune. Alors il me reste quelques petites choses à lire. J'ai fini Dune. Je suis en amour. Il me reste quelques petites choses à lire parce que qu'en fait quand vous arrivez à la page, je ne sais plus, c'est terminé vers la page 620 je crois. Donc là, l'histoire se termine page 618 sur cette édition. Et ensuite, il y a une partie annexe. Et donc là, hier soir, j'ai lu, il y avait donc d'abord les notes cartographiques, donc ça c'est intéressant. Ensuite, il y a l'appendice 1 qui parle de l'écologie de Dune. Puis ensuite, on va parler de religion. Là, je suis en train de le lire, j'ai presque fini. Ensuite, il y a rapport sur les buts et motivations du Bene Gesserit. Et puis ensuite... Almanach N. Ashraf, extrait sélectionné des maisons nobles. Et donc ça c'est plutôt chouette. Et après il y a le lexique, donc ça je m'en suis quand même bien servi, surtout dans le début de ma lecture. Et puis il y a la postface de Gérard Klein. Et là moi je ne l'ai pas lu, mais je vais la lire.
Donc ça, en fait, je vais le garder toute la semaine pour finir la lecture quand j'en aurai envie. Des appendices, il ne me reste pas grand-chose, mais je le lirai. Et franchement, j'ai tellement aimé. Et j'ai demandé à mon homme ce matin, je dis, mais c'est quoi la suite du coup? Et il me dit, ben voilà, c'est Messie de Dune. Donc le Messie de Dune, c'est la suite de Dune. Alors forcément, hein, c'est moins joli, c'est l'édition Pocket. Il est pas très très long. Et il va rejoindre Mappal. Donc il y en a un qui sort, qui est gros, et un petit qui rentre. Voilà, donc là c'est pas du tout ce que je souhaitais, mais en même temps, comme c'est une saga c'est une suite de saga, hein, donc bah voilà, je suis contente de pouvoir le lire. Je pense le lirai cette année, donc je vais le monter et j'ai très hâte de découvrir la suite parce que vraiment j'ai adoré cette histoire. Je vais pas forcément vous résumer l'histoire. Je pense que c'est pas forcément très intéressant. Sachez juste que on est dans un univers un peu space opéra, dans un monde où il y a différentes planètes. Chaque planète est régie par une famille. Et au-delà de ça, il y a des sortes de castes qui maintiennent un certain ordre, mais qui franchement, au moment où Dune commence, est très bancal. On a le baron qui est censé avec les Harkonnen gérer toute la partie militaire, suivi politique. Ils sont chapeautés par l'empereur qui lui représente quand même celui qui dirige le monde globalement, mais on ne sait pas trop au départ qui c'est. Le baron aussi, on va le rencontrer. C'est un sous-fifre, on va dire, de l'empereur, mais il a beaucoup d'ambition et il aimerait bien, on comprend qu'il aimerait bien vraiment voilà, faire sa place un peu plus, quoi. Et donc il y a beaucoup de contexte historique, politique dans cette histoire-là, qui n'est pas du tout, alors ça je vais vraiment vous dire ça comme je pense, c'est-à-dire je n'ai pas du tout trouvé ça compliqué. Peut-être au départ sur la première moitié, la partie avec le baron, celui qui, le manta qui est avec lui, tout ça. En fait on va comprendre petit à petit qui fait quoi, qui influence qui est au-dessus de qui. Et voilà, on a aussi les Bene Gesserit. En fait, il y a tout ce qui, d'un point de vue politique, religieux, il y a plusieurs entités qui marchent ensemble. Il y a aussi le CHOM, qui est une représentation des relations commerciales, et eux, ils sont super importants, notamment pour la vente de l'épice. Donc on a tout un univers créé par Frank Herbert qui n'est pas du tout lourd à digérer. On n'est pas sans cesse en train de faire des allers-retours. Le lexique aide au tout début, on va dire dans les 150 premières pages, j'ai fait quelques allers-retours, mais je trouve qu'il est très bien fait, donc ça clarifie très vite. L'écriture de Herbert n'est pas lourde, les chapitres ne sont pas longs, et du coup on rebondit rapidement, on passe, donc en fait on va dire que on a plusieurs voix, c'est assez polyphonique. On a la partie, l'histoire de Paul Atreides avec Jessica, sa mère, qui est une Bene Gesserit, et au départ son père, le duc Leto. Donc là c'est on va dire le premier noyau, et ensuite à côté on a tout ce qui est, on a une partie plutôt politique centrée sur les combines du baron, ce qu'il représente, comment est-ce qu'il va prendre possession d'Arrakis, donc Dune. Pardon pour les bzz, c'est Slack qui m'envoie des alertes. Donc en fait, on navigue entre les deux. On a des entêtes de chapitres qui sont étonnantes. On comprend pas trop au départ. C'est écrit par la princesse Irulan, et on comprend pas trop qui elle est. Rapidement, on va se rendre compte qu'il y a un lien avec le baron, avec justement l'entité politique un peu plus élevée. Et il y a en fait la politique et la religion sont un peu en conflit, donc il y a des choses qui ne fonctionnent plus parce que justement la partie économique, commerciale, politique est un peu pourrie, et donc du coup Paul Atreides va arriver là-dedans. Il est hors norme, il a des facultés
qui vont le rendre hors du commun et qui, en plus, il a des facultés, il arrive à voir l'avenir. Il fait des rêves où il voit l'avenir et petit à petit, en arrivant sur Arrakis, puisqu'il va quitter en fait sa planète pour aller ensuite sur Dune, là où est l'épice, parce que justement l'empereur va lui demander d'aller là, à son père, donc lui il va suivre, il va arriver sur cette planète et en prenant l'épice, quand à un moment il va se retrouver à prendre l'épice, il va se rendre compte qu'il a des facultés encore plus impressionnantes que celles qu'il pensait et qu'il a un rôle à jouer vraiment particulier, un rôle de messie. Donc il va transporter une partie du peuple vers une sorte de révolution. Et c'est vraiment génial dans le sens où, alors en fait moi il y a tout ce que j'aime, je suis désolée pour la lumière, il y a un petit flair, hein, on appelle ça en photo, donc je vais fermer un peu, mais en fait c'est juste pile poil, voilà, je vais pas fermer du coup, mais on avait un petit rayon qui donc du coup, je sais plus ce que tu es en train de dire, mais j'ai beaucoup aimé. Voilà, c'est pas que de la SF, c'est il y a de la politique, il y a de l'amour, il y a de l'amour, de l'amitié, de l'amour filial. Il y a beaucoup de sujets qui sont apportés, l'écologie aussi, qu'est-ce qu'on fait d'une planète sur laquelle on ne peut plus vivre sans porter un distil qui nous permet de respirer et de pouvoir boire l'eau de son propre corps. L'eau est alors on parle beaucoup de l'épice, mais l'eau est d'un point de vue vital et du coup économique super importante dans Dune. Voilà, j'ai trouvé que c'était très intéressant à lire parce que on se demande en fait comment on pourrait vivre. En fait, il a inventé un monde dans lequel on pourrait s'inventer une vie et comment est-ce qu'on arriverait à gérer toutes ces difficultés. En plus, il y a ces vers dans les dunes. Alors ces vers au départ qui sont vraiment terribles, avec qui arrivent dès qu'on fait du bruit, qui vous gobent et voilà, et vous êtes complètement fichu, ben vous êtes mort, hein, tout simplement. Et puis finalement, on se rend compte que tout ça peut être comment dire, on peut se familiariser à un univers qui est aride et qui est hostile, justement d'une certaine façon, c'est-à-dire en s'adaptant en fait à notre environnement et en à nouveau respectant sa nature telle qu'elle, on peut essayer d'envisager et sur le long terme et non pas sur le court terme, des changements. Et en fait, Paul, il va représenter tout ça, il va représenter le changement nécessaire dans un monde où il n'est fait plus bon vivre, et en fait, où tous les gens meurent, sauf ceux qui sont riches, ceux qui ont le pouvoir. Et donc, voilà, c'était super intéressant. Voilà. Et pourtant, moi, les histoires de Messi, c'est pas mon truc, mais alors Paul Atreides, je le kiffe. Ah, il est génial, franchement, le personnage de Paul Atreides, il est juste impressionnant. On a l'impression qu'au départ, qu'il ne sait pas quoi faire de ses dons, et petit à petit, nous-mêmes, on constate qu'il est au-delà de tout ça, et c'est magique, c'est magique, et pas que, c'est intelligent, enfin voilà, Bref, je suis une grande fan, je pense que c'est commencer l'année avec ce coup de cœur, c'est top. J'ai mis 10 jours pour le lire. Bon, après, j'étais vraiment, mais tellement pas bien, avec des grosses migraines pendant une semaine, que la lecture, j'ai jamais forcé la lecture. Je me suis délectée de chaque chapitre. Et je l'ai lu voilà, comme j'ai pu. Et j'ai adoré la façon dont je l'ai lu. J'ai adoré pouvoir accélérer sur la fin. Vous savez que moi, souvent, je fais ça. C'est-à-dire qu'à la fin, j'adore accélérer. Et du coup, bah, je suis contente qu'il y ait une suite. Hein, et en fait, il y a une suite, il y a tout un univers, puisque ensuite on a donc Dune est le premier du cycle de Dune qui a 6 livres. On a le Messie de Dune, les enfants de Dune, l'empereur Dieu de Dune, les hérétiques de Dune et la maison des mers. Alors après, je ne sais pas si c'est dans l'ordre, je pense pas. Je sais juste que le Messie de Dune, c'est la suite. Donc, trop contente, voilà. Et donc là, j'ai commencé à lire ce matin
D'or et d'oreiller de Flore Vesco. Et je pense que ça va me plaire. Voilà, mais pour le moment, j'ai pas trop le temps de le lire. Mais je sens que ça va me plaire aussi. Et c'est une lecture beaucoup plus légère. Un conte revisité. Le conte de la princesse au petit pois, totalement revisité. J'aime bien la façon dont c'est présenté d'ailleurs dès le départ, en disant mais c'est... Il y a quelqu'un qui va raconter cette histoire. Mais qui peut croire à une histoire comme ça? De la délicatesse de cette jeune princesse qui ne peut pas dormir sur, je sais plus, 9 matelas dans lequel il y a un petit pois. Elle dort tellement mal que c'est la princesse parfaite. Ah non, en fait, c'est nul cette histoire, ça veut rien dire. Comment ça, la délicatesse, c'est ce qui a, c'est ce qui fait qu'on est une bonne princesse. Non, non, moi je veux raconter la vraie histoire. Et je trouve ça cool. Donc j'ai commencé à lire et je vous en parlerai du coup quand j'aurai avancé, voire fini. Et voilà, donc je m'éclate. Et maintenant, je vous laisse là et je vous dis à très très vite pour la suite de ce carnet de lecture. Hello, hello du samedi fin d'après-midi. J'espère que vous allez bien. J'ai passé ma journée à faire de la comptabilité pour ma petite boîte. Je suis un peu crevée, rincée. J'ai encore des maux de tête. Voilà, donc je vais aller me renseigner, voir si ça se trouve c'est un problème de tension ou peut-être un problème aux yeux, je ne sais pas, mais va falloir que je m'en occupe. Je suis bien crevée en fait, du coup. Donc je me suis mise sur mon bouquin, D'or et d'oreiller de Flore Vesco. Et je l'aime beaucoup, je l'ai bien avancé. Je participe ce week-end comment ça s'appelle, au week-end à 250-500 de Magdalena, triple L de Mag. Faut toujours que j'y participe quand c'est mon week-end comptabilité, genre quand je peux pas, quoi. C'est pas grave. Mais j'avais envie de le faire parce que, certes, là, je vais me poser avec mon bouquin. Je pense que celui-ci va s'avaler assez rapidement dans le week-end. J'étais hier soir à la page 50. Là, j'en suis à la page 135. C'est pas énorme, mais je pense que je peux rattraper demain. Je lis aussi Podkin le Brave aux enfants. Et puis, je vais peut-être me mettre une petite BD demain matin. Voilà. Donc ça, c'est plutôt cool. Voilà. Même si je réussis pas, c'est pas grave. Mais je trouve ça sympa de se donner... ça permet de se donner un petit coup de pied aux fesses du week-end pour lire. Voilà. Donc, j'ai pas eu beaucoup de temps pour lire. Oh, pardon. J'ai crevé. Il pleut à verse dehors, c'est vraiment un temps tout pourri. Il faut que je vous prépare ce week-end aussi. Alors peut-être demain j'essaierai de retourner. Parce qu'en fait hier j'ai tourné ma vidéo du challenge littéraire que je vais vous proposer sur 2022. Mais je trouve que la façon dont c'était pas clair ma présentation. Donc je me demande si je vais pas la retourner. Parce qu'en fait je m'étais dit que je vais vous faire la vidéo du challenge. Mais pas vous mettre les livres de ma palle. Et je sais pas si c'est le mieux, parce que... je sais pas. J'hésite. Donc, je vais voir. Je vais voir ce que je vais faire. Je sais pas ce qui est le mieux. En plus, il faudrait que je fasse des petits templates, ça serait bien. Je voudrais faire un petit dessin pour mon template. Mais voilà, si j'ai pas le temps, sinon je ferai pas demain. Je ferai milieu de semaine prochaine. Et de toute façon, il n'y a pas trop d'urgence. C'est un challenge qui court sur toute l'année, donc... Donc voilà, mais ça serait bien que j'annonce au moins les thèmes. Parce que si vous voulez me retrouver, voilà, vous aussi vous lancer dans les lectures, il faut quand même que ça commence. Surtout que ça y est, les thèmes sont vraiment... ils sont bien et tout, ils sont clairs, donc il faut quand même que je vous les partage. Voilà. Bon, je vais vous laisser là. Nous, ce soir, c'est soirée crêpes. Ça va être cool. Je suis bien crevée, j'espère que mon mal de tête va passer, parce que sinon c'est moins agréable. Et j'aimerais bien passer du temps cool avec mes enfants, sans leur dire chut, criez pas, j'ai mal à la tête. Donc voilà, j'espère. Bon là, je vais me reposer parce que je l'ai mérité. Après, j'ai commencé ma compta à 10h du matin, il est 17h50, un truc comme ça quand j'ai arrêté presque, avec une pause déjeuner de 20 minutes. Je pense que j'ai mérité une petite pause lecture d'une heure, 3/4 d'heure, 1 heure. Voilà, donc je retourne dans mon bouquin et je vous dis à plus tard.
Hello du lundi 10 janvier. Je suis pas trop venue vous voir ce week-end pour le carnet de lecture. J'ai été bien occupée entre ma comptabilité, des changements dans la chambre des garçons, tout ça. Enfin, c'est pas moi qui ai vraiment fait, mais la maison a beaucoup bougé. Donc il y a quand même pas mal de choses à faire. J'ai aussi des choses pour ma boîte ainsi en cours. Bref, j'ai pas eu trop le temps. Mais ça veut pas dire que j'ai pas bouquiné. Et alors en plus j'ai décidé que j'allais pas sortir les livres de la bibliothèque de mon carnet de lecture parce que c'est trop compliqué et que voilà, je trouve que ça sert pas à grand chose. Donc j'ai pas mal de choses à vous montrer, mais je veux pas que ça soit trop long, donc on va aller rapidement. J'ai lu cette semaine de la bibliothèque les 2 derniers tomes de la saga Tokyo Kaido de Minetaro Mochizuki. Je n'ai pas le 1 parce que je l'avais pris à la bibliothèque d'abord pour savoir si ça me plaisait. Et donc du coup, voilà, j'ai pris le 2 et le 3 qui étaient, c'était parfait. Ils sont pas tout à fait de même épaisseur. Le second est plus petit que le dernier, qui était quand même une bonne bricasse. Mais c'est assez contemplatif, donc il n'y a pas beaucoup de texte, c'est très visuel. Donc je vous en ai déjà parlé un petit peu. L'idée, c'est qu'on suit plusieurs enfants qui sont dans une maison spécialisée parce qu'ils ont des sortes de TOC. Donc on a, je me souviens plus trop des noms, mais on a Hachi, qui est ce jeune homme qui, on va dire, est un peu notre personnage principal, qui est un jeune homme, je dirais, de 13 ans, quelque chose comme ça, qui est atteint d'un trouble mental à la suite, je crois, d'un accident. En fait, il est incapable de dire... il est incapable de cacher la vérité, donc il dit toujours tout ce qu'il pense. Malheureusement, ça le rend malheureux. Il est extrêmement honnête, l'honnêteté le tue. On suit également cette jeune fille dont je ne me souviens plus du nom, mais qui a des pulsions physiques qui sont gênantes parce que sexuelles. Donc elle a tendance, on va dire, à se donner du plaisir devant tout le monde, n'importe où. Enfin, devant tout le monde, pas forcément, mais quand elle en a besoin, elle le fait. Et en fait, ça crée des situations complexes. Tous les deux essaient de se rapprocher, mais malheureusement, leurs différents tocs mettent des barrières entre deux, et c'est assez triste. De toute façon, c'est un manga assez triste. Ensuite, on a le personnage assez intéressant du docteur, là, qui, donc il est marié. Au départ, moi, quand j'avais vu, j'ai cru que c'était une femme. Finalement, c'est un homme, mais c'est volontairement qu'il s'habille comme ça, parce qu'on va voir qu'il a un rôle, justement, à jouer sur le transgenre. En fait, il s'habille en femme, et alors il va décider de partir à un moment, de changer de vie, de quitter sa femme et d'aller... essayer cette vie de femme plutôt, enfin pas de femme parce que il n'est pas clairement dit qu'il est homosexuel, mais il aime s'habiller en femme. Donc voilà, on va le suivre un peu. Comment il s'appelle? Je dis, j'arrive pas à me souvenir de nom. Il s'appelle Hachi. Hachi, ce jeune homme dessine en fait des mangas. Il trouve ça nul, lui, il arrête pas de dire que c'est nul. D'ailleurs, il a tendance à en jeter quelques-uns, tout ça. Mais il y a un petit garçon, on le voit pas trop, c'est pas un personnage central. Mais il y a un petit garçon qui n'a pas de sensation de douleur. Et c'est pareil, je crois qu'il a eu un accident aussi. Il a plus de sensation de douleur, donc il croit qu'il est un super-héros. Et lui, il est complètement fanat du manga, c'est lui. Il est plus petit, il est plus jeune que les deux autres dont je vous parle. Lui, il pense qu'il est un super-héros. Le problème, c'est qu'il se met dans ces situations un peu compliquées. Et on a aussi un autre personnage, mais beaucoup plus lointain, de cette petite fille, qui a le même âge que le petit garçon que je vous ai montré avant, et qui, elle, ne voit pas les autres. Donc là, on voit, par exemple, elle est sur la route, mais elle voit pas les voitures, elle voit rien, en fait, alors qu'il y a du danger, elle voit rien. Comment on dit, elle se met en fait un masque, enfin, elle voit pas les autres, quoi. Donc ce qui peut être assez problématique. Il y a des personnages vraiment très secondaires, comme ce monsieur-là, qui
qui est très bizarre. On ne sait pas trop si lui aussi il a atteint le TOC ou si c'est fait partie de l'équipe technique de cette maison. Bon, bref, il y a tous ces personnages. On est... on ne sait pas trop si c'est plausible, si c'est vrai. En fait, je pense que Minotauro Moshizuki, ce qui l'intéresse, c'est tous les travers humains. Et là, il prend des personnages qui nous rendent quand même sympathiques, et pourtant, ils sont loin, loin, loin d'être parfaits. Et il arrive à nous les rendre sympathiques parce que, finalement, il pose des questions qui sont assez universelles sur la différence, l'honnêteté, la sexualité, des thèmes assez larges, le fait d'avoir des difficultés pour se définir sexuellement, plein de recherches en fait. C'est une recherche visuelle en fait, ces œuvres, et je trouve que il a cette... moi, en fait, j'ai pas trop aimé lire le premier, et pourtant je suis allée vers les deux autres parce que je suis embarquée dans son graphisme. Et même dans ses textes qui sont pas si nombreux, mais enfin, j'avais envie d'aller jusqu'au bout. Je vous dis pas la fin, mais la fin, c'est assez triste, hein, de toute façon. La fin est assez triste, elle se veut un peu optimiste, mais c'est assez triste. Et ouais, il nous emmène loin, dans un sujet quand même hors du commun. Et ça marche. Par contre, on peut pas dire que ce soit un coup de cœur, ça m'a remué, ça m'a fait poser des questions. Mais j'étais gênée, en fait, pendant la lecture de cette trilogie. Et voilà, je l'ai prise à la bibliothèque, je l'aurais pas... j'ai bien fait de pas l'acheter parce que j'aurais pas forcément voulu la garder. Je sais pas si je la relirai, je suis pas sûre. Mais j'ai beaucoup aimé. Je préfère Dragonhead quand même dans le genre, mais c'est pas du tout le même style. À la bibliothèque, j'ai aussi pris les tomes 2 et 3, non 1 et 2, de BL Métamorphose. C'est un manga de Kaori Tsurutani. Il y a beaucoup de numéros qui sont déjà sortis, et c'est sorti chez Kiyun. Là, je vous ai pas dit, mais attends, je sais pas ce que c'est la maison d'édition. Est-ce que c'est écrit là? Le Lézard Noir pour cette trilogie. Je connais pas. Et donc là, par contre, on est chez Kiyun. C'est une autre histoire. C'est une femme mangaka qui a écrit cette histoire. Alors, c'est une histoire d'une rencontre étonnante entre une jeune fille qui a, je dirais, je sais pas quel âge elle a, 14 ans, 15 ans. Elle travaille, après ses études, elle travaille dans une librairie, elle vend des livres, notamment au rayon manga. Et elle va croiser la route de cette vieille dame, Yuki. Yuki qui a 75 ans et qui est veuve, qui vit un peu dans ses souvenirs, mais on sent qu'elle a besoin, elle aimerait bien quand même vivre à fond ses dernières années de vie. Et elle est pétillante, je trouve, Yuki. Son personnage est très pétillant. Elles vont se rencontrer autour d'un rayon de manga, parce qu'en fait, elle n'a jamais lu de manga, je pense, Yuki. Et elle va se diriger vers un rayon de manga BL, c'est-à-dire Boys Love. Donc des histoires d'amour homme-homme. Et en fait, elle va tomber dedans, elle va dire, oh là là, elle va s'émoustiller, elle va dire, mais qu'est-ce que c'est que ça? Mais je veux lire la suite. Elle tombe en amour devant, voilà, ces deux personnages-là, qui sont donc issus, en fait, on a des planches du manga qu'elle lit dans le manga de leur histoire. Et elles vont se retrouver toutes les deux autour de ça. Ahara, qui est la jeune fille, elle est... apprentie libraire, elle va conseiller la vieille dame vers justement des livres. Elle sait pas trop comment faire parce qu'elle ose pas trop y aller. Je trouve ça, il y a des situations vraiment très très rigolotes. Et puis en fait, c'est une transmission intergénérationnelle de deux femmes vraiment différentes et qui vont se rassembler autour d'un thème. Urara, on sent qu'elle a besoin d'être épaulée. Elle a jamais trop avoué non plus aimer ce type de manga, et le fait de pouvoir s'ouvrir avec Yuki, ça va lui permettre de s'ouvrir un peu plus encore personnellement, et j'ai envie de lire la suite. Ça a marché avec moi. J'ai trouvé que c'était très mignon vraiment, c'est adorable. Donc je peux que vous conseiller. C'est étonnant de se dire qu'on a envie de lire la suite. Cette histoire est vraiment hors du commun, mais il faut y aller. Ensuite, j'ai noté quoi? On continue dans le manga. Dans le manga, j'ai relu le tome 1
de L'Enfant et le Maudit de de Nagabé. L'Enfant et le Maudit, voilà, et c'est ça, hein, c'est Nagabé qui a écrit ça. C'est aux éditions Komiku. Et j'avais acheté les tomes 2 et 3 parce que le premier tome était un coup de cœur. Et en le relisant, c'est confirmé. C'est un coup de cœur, ce numéro 1, parce qu'on est immergé dans un monde complètement fantastique, genre post-apocalyptique. Il y a une partie des hommes, quasiment la globalité, ont été... comment on dit ont reçu en fait un maléfice et en fait ils deviennent immortels et ils se transforment en maudits, ils sont maudits en fait, et donc ils se transforment en ce type de personnage très sombre, très noir, qui fait peur, qui mange les autres et qui transforme les autres quand il mange les autres. On a le professeur, je crois qu'il s'appelle le professeur, hein. Donc ça c'est les gens, c'est les hommes de... Voilà, c'est l'extérieur, ces créatures monstrueuses. Donc en fait, il y a une dichotomie entre l'extérieur, donc l'extérieur qui est dangereux, qui est sombre, qui est noir, on est dans la forêt, et l'intérieur qui est la pureté, et on retrouve encore quelques hommes vivants, quelques humains vivants. Et donc c'est cette différence, cette justement confrontation entre l'intérieur et l'extérieur. Le professeur, lui, je sais plus comment il s'appelle, mais c'est le professeur, je crois, il a pris sous sa... en fait, on lui a... Un jour, il est sorti de chez lui, on va l'apprendre petit à petit, ça, il est sorti de chez lui, et on lui a confié une petite fille qui n'a pas été... qui n'a pas été touchée, en fait, et donc qui n'a pas eu la malédiction, c'est ça. Et lui, donc il la touche pas, il essaie de la préserver, et on sait pas trop. Elle dit, apparemment, il lui a dit que sa tante allait venir la chercher. Et c'est un mensonge. Il lui ment et donc il est torturé par ce mensonge parce que il se dit que voilà, il essaie de la protéger, mais que ça va être très très compliqué parce qu'il y a personne qui va venir la récupérer. On l'a abandonnée. En fait, elle le sait pas. Elle est toute petite, hein. Je dirais qu'elle a 6-7 ans. Elle est vraiment toute mignonne. En plus, elle a les cheveux blancs. Enfin, c'est vraiment l'opposé de ce maudit. Donc c'est l'enfant et le maudit. Et je me suis dit, bon, là, c'est vraiment, il est super. Ça ouvre plein de portes. J'avais vraiment envie de savoir la suite pour savoir ce qu'il en était. Les dessins sont... Le dessin est très simple, mais exceptionnellement beau. Et le dessin reste très simple et exceptionnellement beau dans les 2 autres suivants. Mais j'ai été déçue parce que j'aurais voulu en savoir un petit peu plus. Et finalement, on tourne autour du sujet. Et on n'en sait pas beaucoup plus. On va apprendre quand même un peu de l'histoire de cette petite fille. Sacha, c'est ça? Comment s'appelle-t-elle? Shiva. Shiva, cette petite fille, elle va aller à la rencontre, de l'extérieur et elle va être vue par des hommes et vue en compagnie du maudit. Et donc, en fait, il est clairement dit que elle est associée à lui. Donc, les hommes veulent la récupérer pour pouvoir l'enfermer. On va voir comment ça se passe un petit peu dans l'intérieur, on va dire, du côté de l'intérieur. Et puis, on va rencontrer la tante de... la tante de Shiva. Et voilà, on pourrait croire qu'il y a des choses qui vont se dénouer, mais en fait, ça se complexifie. Et ce qui me gêne là-dedans, c'est que c'est toujours comme ça, j'ai l'impression. Que quand il y a un manga qui nous plaît, alors le tome 1 c'est toujours génial, ça ouvre des portes, nanana, ça donne envie de savoir la suite, et après on fait traîner, et là je sais pas combien il y en a, je crois qu'il y en a 15 ou 16, mais voire plus, des tomes qui tournent autour du sujet, et on va apprendre petit à petit, mais vraiment trop peu en fait, quelque part. Moi j'ai envie d'en savoir plus, quoi, et en fait je reste sur ma faim, et je suis un peu déçue. Voilà. Donc, je sais pas, je pense pas que j'achèterai la suite. Ce que je vais faire, c'est qu'en fait, je vais essayer de les prendre. Je crois qu'ils sont à la bibliothèque. Je vais essayer de prendre la suite pour essayer de voir si ça avance. Et si ça avance, si ça s'arrange, je l'achèterai. Mais sinon, non. Voilà. En tout cas, d'un point de vue graphique, je vous le conseille. C'est extrêmement beau. C'est un des plus beaux mangas que j'ai vu, en fait, visuellement. L'histoire aussi est chouette, hein, parce que justement, ça représente un peu les facettes humaines, c'est-à-dire la différence, est-ce qu'on accepte la différence, le noir, le blanc. Ça simplifie quand même assez, mais
Voilà, par exemple, le professeur, il est maudit, mais il est resté quand même gentil. Il s'occupe de Shiva avec beaucoup d'amour. Il a été transformé, mais il reste quand même cette part d'humanité en lui. Donc il y a tout ça quand même. Ces questions-là sont quand même chouettes, je trouve. Ça accroche quand même. En BD, pour terminer les BD, j'ai aussi lu de la bibliothèque Betty Boop de Véro Cazot et Julie Rochelot aux éditions Casterman. Alors je dis j'ai lu, mais j'ai surtout vu, puisque c'est une bande dessinée quasiment sans texte. Il y a du texte un peu à la fin, mais il y a quasiment pas de texte. De toute façon, je filmerai peut-être quelques inserts, je mettrai quelques inserts des images. Alors, c'est l'histoire de... Alors, comment est-ce qu'elle s'appelle? Je ne sais pas. Elle n'a pas de nom, en fait, hein, parce que comme il n'y a pas de texte. C'est l'histoire de cette jeune femme. Je vais d'abord vous la montrer sur la première... Voilà, c'est l'histoire de cette jeune femme qui, on le voit assez rapidement avec les crabes ici, est atteinte d'un cancer. Et au tout début, elle est atteinte, c'est les premières images, elle est atteinte d'un cancer et elle suit une chimio. Très rapidement, elle est donc confrontée à la mort, à la médecine, à la transformation de son corps, parce qu'elle va perdre tous ses cheveux, on va lui enlever son sein. Et puis finalement, elle est en rémission et elle guérit. Elle guérit de son cancer du sein après l'ablation du sein. Donc elle va retourner chez elle, donc elle n'a pas d'enfant, mais elle est juste mariée, elle vit avec quelqu'un, je ne sais pas si elle est mariée, mais elle vit avec quelqu'un et le regard de son homme va changer. Déjà que le regard sur elle-même a changé, donc elle a du mal à l'admettre. Son homme lui renvoie pas une image positive, en fait il tombe dans les pommes souvent. Ça, le fait que sa femme ait perdu un sein, ça le rend, il n'arrive pas à supporter, il n'y arrive pas. Il y a beaucoup de symboles dans ces images-là. Je trouve voilà, c'est très symbolique parce que comme il n'y a pas de texte, il y a beaucoup d'images qui vont plus loin que la réalité, mais c'est vraiment inspiré d'une histoire vraie. Et donc, elle va perdre son boulot aussi parce qu'elle est dans un boulot qui est un peu en représentation. Donc, en fait, elle se met des faux seins, elle se met des pommes, elle se met des trucs comme ça. Et ça tombe. Et donc, du coup, comme elle est en représentation, sa chef décide finalement, à plusieurs reprises, elle a ce problème-là, de la virer parce qu'elle n'est pas tout à fait... elle répond pas aux conventions, aux normes des personnes qui font de la vente, qui doivent être normales et parfaitement parfaites. Voilà. Donc elle perd son boulot, elle va perdre son homme aussi. Donc elle est vraiment au fond du trou. Et c'est l'histoire de sa reconstruction après tout ça. Comment est-ce qu'elle va, elle va rencontrer... elle va en fait être prise, comment dire, recueillie par un cabaret. Un cabaret un cabaret, alors, c'est pas qu'un cabaret, peut-être. Oui, c'est un cabaret qu'avec des personnes différentes, mais qui, justement, mettent leurs différences en spectacle et jouent avec leurs différences. Donc, il y en a une, il lui manque une jambe. Je sais plus, après, il y en a d'autres. Il y a plusieurs personnes un peu différentes. Et voilà, donc en fait, c'est l'histoire de sa reconstruction. C'est-à-dire que est-ce qu'elle va réussir à nouveau à s'aimer et à accepter son image. Voilà, c'est une histoire vraiment touchante. J'ai trouvé que c'était extrêmement touchant. J'ai trouvé que c'était extrêmement violent. Le sujet est pas rigolo, mais en fait, c'est traité visuellement d'une façon un peu particulière. Et on est souvent dans sa tête, on est souvent, ça va très loin dans ce qu'elle peut rêver. Par exemple, elle est toujours à la... Elle essaie d'avoir en fait des cheveux longs, donc parfois sa perruque s'envole et donc elle court mais n'importe où, donc ça devient complètement fou. En fait, on n'est pas loin de la folie. Et en fait, moi, ce que j'ai reproché... Alors, je ne reproche pas, en fait, c'est pas ça.
Ce que j'ai eu du mal à lire, j'ai trouvé que ça allait trop loin, en fait. C'est complètement barré, en fait. Mais est-ce que c'est possible de faire autrement? Je ne sais pas pour raconter cette histoire. Mais moi, j'ai trouvé que ça partait trop en live. J'ai trouvé que ça partait trop en live, bien que l'histoire est intéressante par rapport à la reconstruction. J'ai pas adhéré sur certains trucs. Je trouvais qu'il y avait tellement de choses à voir que j'arrivais pas à comprendre parfois ce qui était dit. Je pense que c'est une bande dessinée qui se relie, des images qui n'ont de cesse de nous apprendre ce que les auteurs ont voulu nous passer comme message. C'est vraiment très chouette, mais j'ai trouvé que ça allait un petit peu loin. Voilà, j'étais un peu perdue visuellement, il y a parfois. Mais bon, j'ai compris l'histoire quand même. Mais intéressant, mais peut-être un peu trop barré. Et pourtant, moi, j'aime bien les trucs barrés, hein, mais parfois un peu trop barré pour moi. Voilà. Alors, on va terminer avec ma lecture du week-end de romans. J'ai lu D'or et d'oreiller de Flore Vesco. Et j'ai adoré. J'ai adoré. Donc c'est aux publications de l'École des loisirs, avec cette très belle couverture, avec du doré dessus. J'ai déjà montré parce que du coup, c'est une de mes lectures dans le cadre du challenge de l'édition du Seuil. Et donc c'est un livre jeunesse, mais alors attention, parce que moi je dis pas que c'est jeunesse, genre mes enfants ils peuvent lire, parce qu'il y est quand même question de façon très ouverte et très descriptive de sexe. Moi, je dirais plutôt, ouais, 14 ans. Enfin, je sais pas. Après, moi, ma référence, c'est mes garçons. Et mes garçons, c'est pas un sujet qui les attire encore, vraiment, on va dire. Donc, moi, j'irais doucement. Mais peut-être pour les filles, ça va un petit peu... Elles sont peut-être un peu plus précoces pour ce genre de sujet. Moi, je dirais pas avant 14-15 ans. Voilà. Mais c'est mon point de vue. C'est une réécriture du conte de la princesse au petit pois. Ce que j'ai aimé, c'est déjà l'introduction qui remet en question la stupidité du sujet de ce conte. Concrètement, les premières phrases, c'est ça. Donc c'est l'histoire, c'est un homme, une femme. C'est un homme, je crois, qui raconte l'histoire à une petite fille. Non, c'est une femme. J'ai cru que c'était un homme, c'est marrant. C'est marrant. Donc c'est ça, le prologue, c'est un papa qui raconte l'histoire à sa petite fille et qui dit, bah franchement, cette histoire, elle est nulle. Moi, je vais te raconter la vraie histoire de la princesse au petit pois. Et donc, elle lui raconte l'histoire. Donc l'histoire, c'est... alors là, on va rencontrer d'abord Mrs. Watkins et Mrs. Barrett, qui sont deux ladies. Alors, on est, on va dire, au 19e siècle, c'est 1813. Et on est à Greenhead, dans le sud de l'Angleterre. Non, dans le nord de l'Angleterre. On est à Greenhead, dans le nord de l'Angleterre. Et Mrs. Barrett apprend à Mrs. Watkins que le Lord, comment il s'appelle, Anderson, le Lord Anderson qui habite, qui est un riche héritier, en fait, il lui apprend en fait que ce riche héritier qui a été en fait oublié parce que sa famille a connu une tragédie, la mère est morte, le père est parti, et ils avaient un enfant, mais enfin, ce petit garçon a été oublié, et finalement, il réapparaît tout d'un coup, et donc forcément, il a quoi, 20 ans, presque 20 ans, et donc il cherche une femme, et comme il est extrêmement fortuné, Mrs. Watkins et Mrs. Barrett sont à fond, elles ont des filles chacune. Alors je dirais que Mrs. Barrett, elle a une fille, mais Mrs. Barrett, elle a une fille, mais je crois qu'elle a un œil qui est plus petit que l'autre, donc déjà c'est mal barré. Et Mrs. Watkins a 3 jeunes filles extrêmement jolies, blondes, parfaites, fluettes, gracieuses. Et ces filles, elles commencent tous par M, c'est Margaret, Maria et May. Mrs. Barrett ou Mrs. Watkins, je ne sais plus, va emmener ses filles, c'est Mrs. Watkins. Elle envoie ses 3 filles dans ce château, et en fait, elle sait déjà pourquoi elle les envoie, c'est ça qui est terrible, c'est que elle sait qu'il fait une sélection des filles de la région en leur faisant passer un test. Et ce test, elles savent pas lequel c'est, donc... leur mère les amène là-bas, elle leur donne un peu un coup de pied aux fesses, et elle s'en va, elle les abandonne là-bas. Donc Margaret, qui est l'aînée,
Bon, alors, elles vont toutes les trois dîner avec le Lord, et il a l'air, alors en fait il est mal rasé, il est mal habillé, mais il reste quand même beau, mais on sent qu'il n'est pas du tout apprêté. Il en a un peu rien à faire. Elles arrivent, il leur parle un peu de façon un peu hautaine. Et au dîner, il leur apprend qu'elles doivent passer un test. Et il leur dit qu'elles doivent dormir chacune leur tour dans une chambre qui est située en haut du château. Et voilà, donc elles ont peur parce qu'elles pensent que finalement, rester dans une autre chambre seule, qu'elles vont être rejointes, voilà. Elles se disent que finalement, il n'est pas très net. Mais Margaret, après maintes tergiversations, décide d'y aller et de voir ce qui se passe. Elles vont chacune en fait passer ce test. Je vous dis pas ce qui se passe. Elles sont en fait, j'ai pas dit, mais la maman les abandonne, mais elle les laisse pas toutes seules. Elle les laisse avec leur femme de chambre qui s'appelle Sadima. Et Sadima a un rôle important à jouer. Sadima, elle a l'âge de la plus jeune, May, donc elle doit avoir 17 ans, quelque chose comme ça. Et elle est loin d'être bête, et elle est extrêmement curieuse. Donc depuis le début, elle est présente. Et petit à petit, quand les jeunes filles vont être testées pendant les nuits, elles se posent de plus en plus de questions et elles cherchent à comprendre ce qui se passe dans ce château. Et voilà, c'est un personnage trop fort. Moi, j'ai adoré Lord Anderson. J'ai beaucoup aimé la façon hautaine dont il parlait à ses princesses graciles et assez insupportables. J'ai beaucoup aimé Sadima qui n'est pas dupe et qui essaie de comprendre ce qui se passe, surtout qu'elle trouve qu'il y a quand même dans ce château, il y a des choses un peu bizarres, genre des murs qui bougent, il y a beaucoup de choses qui se cassent. Et petit à petit, Sadima va être en colère. Et voilà, donc je ne vous en dis pas plus parce que je vous invite à découvrir. Ce qui est intéressant, c'est de découvrir cette histoire. Ça va remettre en question plein de choses. Ça va parler de féminisme, ça va parler de l'image de la femme, vraiment. Ça va parler des différences sociales, ça va parler de magie un petit peu, de deuil, de relation mère-fils, voilà, de plein de choses. J'ai beaucoup aimé. Je n'ai pas mis 5 sur 5 parce que déjà, je pense qu'elle aurait pu aller beaucoup plus loin en fait. Et j'ai trouvé que le sujet qu'elle aborde de la relation mère-fils était assez survolé et finalement j'aurais voulu qu'elle aille plus loin, que c'est quand même un sujet central de ce roman. Mais vraiment, mais j'ai adoré. J'ai adoré, j'ai beaucoup aimé la plume de Flore Vesco et je peux que vous la conseiller. Le livre est très beau, il se lit très bien, c'est assez court, je dirais qu'il fait 230 pages. 234 pages. Je l'ai lu dans le cadre du challenge 250-500 de Magdalena de ce week-end. J'ai lu 180 pages sur celui-ci. J'ai lu une trentaine de pages sur le prochain livre qui va faire partie du prochain carnet de lecture. Et j'ai lu quelques pages de Podkin le Brave, donc je pense que j'ai lu 250 pages sans trop de soucis. J'ai la flemme de faire le récap, donc je ne le ferai pas. C'est juste, pour moi, je le fais en challenge personnel, mais voilà. J'ai pas eu trop le temps de lire, parce que forcément, week-end compta, donc je savais que ça serait un peu compliqué. Mais voilà. Donc voilà tout ce que je voulais vous dire, ça a été un petit peu long, c'est 30 minutes, donc c'est plus c'est plus un update lecture qu'un vlog. Et voilà, mais j'espère que ça vous aura quand même plu. J'ai publié ce week-end, hier, j'ai réussi à filmer un peu dans la pénombre. Je pense que je vais m'acheter une ring light parce que là, pendant les soirées d'hiver, ça commence à devenir compliqué et c'est bien de pouvoir filmer quand même. J'ai publié hier le challenge littéraire que j'organise qui s'appelle 2022 l'année asiatique. Et je ne sais pas si vous l'avez vu, je vous mettrai dans le petit i en haut ici. Et je vous invite à aller voir parce que on va valider ça en faisant 12 lectures, donc c'est totalement faisable. Je dois m'occuper de faire un template pour ça. Je vais voir si je peux faire un petit dessin aujourd'hui ou demain et rajouter dessus les différents thèmes. Donc j'ai pas mal de choses à faire, mais voilà, j'ai passé un bon week-end. Il était extrêmement rempli, mais j'ai passé un très bon week-end finalement en famille. On n'est pas sorti parce qu'il faisait un temps tout pourri, donc on a fait des choses dans la maison, j'ai fait ma compta, j'ai travaillé sur ma marque, et voilà, donc il y a plein de choses qui avancent.
ça m'a fait du bien. Donc passer un bon week-end et lire D'or et d'oreiller m'a beaucoup plu aussi ce week-end. Donc je vous fais des gros bisous, je vous dis à très vite sur la chaîne et je vous souhaite de très belles lectures. Prenez soin de vous, bye bye.